Ces trois tendances lourdes, qui sont incontestables, elles ont deux caractéristiques communes, qui sont le fait que elles sont beaucoup plus gourmandes en software. Quand vous gérez votre charge de votre voiture électrique, vous avez besoin de votre smartphone. Pour commander votre Uber, vous avez besoin de votre smartphone. Pour piloter toutes les fonctions électroniques de la voiture, on a de plus en plus besoin de software, etc. Et puis deuxième caractéristique, c'est des choses qu'on peut pas faire en silo dans une industrie très verticalisée comme l'est traditionnellement l'industrie automobile. On est obligé de travailler avec un type d'acteur extrêmement large. Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. On va quitter l'univers des startups dans cet épisode, pas exactement, vous allez voir. On le sait, l'enjeu d'innovation pour les grands groupes est essentiel. Ces grandes entreprises doivent se renouveler et coller aux enjeux de leur marché. Pour ça, il existe plusieurs modèles. L'innovation interne, l'acquisition de sociétés et de technologies, mais il existe aussi l'incubation. Et on va justement aller décortiquer une des initiatives majeures en matière d'innovation et d'incubation, parce que figurez-vous que 6 des plus grandes entreprises françaises, Renault Group, Atos, Dassault Systèmes, Orange, ST Microelectronics et Thales se sont rapprochés pour créer une sorte de communauté d'innovation qui a pour objectif d'apporter des solutions technologiques aux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et demain. Rien que ça. Et en fait, c'est le groupe Renault et son patron, Luca De Meo, qui en particulier sont à l'initiative de ce beau projet. Et le pilote de cette organisation, c'est Éric Fintin, qui en est le patron des opérations. Et c'est avec lui qu'on va passer une petite heure pour tenter de comprendre les raisons, les enjeux et les mécaniques de ce rapprochement. Salut Eric. Bonjour. Merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Ravi d'être là. Content de t'avoir. T'es pas aux commandes de ce chantier par hasard. T'as un parcours qui illustre bien le monde de l'innovation et le monde de la mobilité. Tu peux nous parler de toi en quelques instants. Quel a été ton parcours pour en arriver là ? Écoute, je peux résumer les choses d'abord en deux mots. C'est un parcours qui est au cœur de l'industrie automobile et de l'industrie de la mobilité et qui était plutôt sur des initiatives de disruption dans ce marché et ce secteur qui a beaucoup évolué. Donc moi, j'ai travaillé chez Renault depuis maintenant plus de 20 ans, mais dans des fonctions extrêmement différentes. J'ai fait de la supply chain, j'ai fait de l'après-vente, j'ai fait du commerce et du programme. Et je dirais que dans les grandes étapes de mon parcours, je citerai le programme véhicule électrique que j'ai dirigé pendant à peu près 7 ans, à un moment où les sujets du véhicule électrique étaient beaucoup moins mainstream qu'aujourd'hui et où il s'agissait encore beaucoup de se battre à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise pour faire adopter ces gros changements qui étaient des changements technologiques, mais pas uniquement technologiques, qui appelaient tout un changement de manière de faire, de chaîne de valeur, d'écosystème. Donc ça, j'y ai passé 7 ans et ça reste vraiment une belle page de ma carrière parce qu'on a pu vraiment amener des choses très différentes sur le marché, comme la Zoé bien évidemment, mais aussi la Dacia Spring qui est aujourd'hui la voiture électrique la moins chère du marché, et puis toute la nouvelle plateforme et la nouvelle Mégane qui aujourd'hui fait encore monter le niveau de performance et d'attrait du véhicule électrique. Donc voilà, donc ça c'est une grosse partie. Et puis aussi j'ai trempé pas mal dans des éléments de business, en particulier côté après-vente, avec beaucoup de dimensions de satisfaction client. Et ce client-là, c'est aussi un fil rouge parce que c'est lui qui nous fait vivre tous les jours. Et ça paraît bête de le dire comme ça, mais ça, c'est très très important d'y penser et on n'y pense pas toujours. Bon, et toi, du coup, t'as rejoint récemment, parce que t'as rejoint quand le projet Software République ? Alors en fait, Software République a été annoncé par Luca De Meo dans l'annonce du plan stratégique de Renault qui s'appelle Renaulution, au mois de janvier 2021. Ensuite, à cette occasion-là, il avait annoncé la création l'intention de créer Software République. Ensuite, il y a eu tout un travail, il y a une équipe qui a fédérer les 6 partenaires, les 5 partenaires en plus de Renault que tu citais tout à l'heure, ce qui a fait l'objet d'une annonce au mois d'avril. Et à partir de là, moi, j'ai pris le relais dès le mois de juin pour, je dirais, mettre en musique et je dirais créer
la chair autour des os de ce qui avait été annoncé. Et donc depuis maintenant juin 2021, un peu plus d'une année, presque un peu 10 plus jours. d'années, avec une petite équipe, on essaye de faire vivre cette idée par des choses très concrètes dont on aura sûrement l'occasion. On va en parler, mais juste avant de rentrer dans les idées que vous avez, parce que j'ai commencé à détailler un peu ce que c'était, mais tu le feras sûrement mieux que moi, tu peux nous présenter ce projet? Qu'est-ce que Software République aujourd'hui? Ouais, je pense que pour détailler le projet, il faut revenir à la genèse en fait de pourquoi Lucademio a eu cette idée de créer un écosystème autour du software. En fait, quand on regarde les 3 tendances majeures de la mobilité, même pas uniquement de l'automobile, mais de la mobilité aujourd'hui, qui sont l'électrification, qui sont le fait de passer d'un produit à un service, et qui sont tout ce qui est autour de la connectivité et de l'autonomie, on va dire, des fonctionnalités digitales autour de la voiture. Ces 3 tendances lourdes, qui sont incontestables, elles ont 2 caractéristiques communes, qui sont le fait que elles sont beaucoup plus gourmandes en software. Voilà, quand vous gérez votre charge de votre voiture électrique, vous avez besoin de votre smartphone. Pour commander votre Uber, vous avez besoin de votre smartphone. Pour piloter toutes les fonctions électroniques de la voiture, on a de plus en plus besoin de software, etc. Donc, et puis deuxième caractéristique, c'est des choses qu'on peut pas faire en silo dans une industrie très verticalisée comme l'est traditionnellement l'industrie automobile. On est obligé de travailler avec un type d'acteurs extrêmement large, d'autres de boîtes de technologie, mais aussi des territoires, des autorités publiques, des startups, des instituts de recherche, des labos scientifiques. Voilà, tout un monde où finalement on est forcé de collaborer pour réussir. Et donc plus d'écosystèmes, plus de software. Ça vous faisait donc écosystème software. Et donc l'Académie a choisi de l'appeler Software République, avec un accent et un E à la fin. Donc on est en version française pour donner une notion de souveraineté à ce concept, puisque ça nous semblait important de faire naître cet écosystème en Europe. Quand on parle de souveraineté, c'est pas une souveraineté française, c'est bien évidemment à l'échelle de l'Europe. Et on voit finalement des écosystèmes qui se créent aux États-Unis, qui se créent en Chine. Et aujourd'hui, ça nous semblait être un manque en Europe de pas avoir ce type d'écosystème. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc c'est comme ça que c'est né. Et alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement tous ensemble? Eh bien, en fait, on incube des produits et des business. Donc on n'est pas un think tank, on n'est pas un institut de recherche, on n'est pas là juste pour faire des proof of concept ou des belles publications. Ou faire avancer la science, ouais. Ou pour faire avancer la science, ce qui est très noble par ailleurs, on en a bien besoin. Nous, on est beaucoup plus bas dans la chaîne de maturité des technologies, enfin beaucoup plus haut ou bas, enfin en tout cas des technologies plus mûres. Et nous, on est là pour prendre des assets, des compétences de plusieurs des partenaires, de les assembler pour en faire un produit, un service. Et de le vendre à grande échelle. Donc, si je le traduis en principe très simple et très concret, on va faire des projets au minimum avec 3 partenaires. Donc, nous, le mariage, il démarre à 3. Les accords bilatéraux entre grands groupes, ça fonctionne. Ça, on n'a pas attendu Software République pour le faire. Donc ça, on n'a pas de valeur ajoutée là-dessus. Donc, minimum 3 partenaires. Et puis, bien un produit qui a du sens sur le marché, qui n'est pas exclusivement destiné à un type de client, un client. Donc aujourd'hui, on fait un produit de cybersécurité, par exemple, qu'on a annoncé. Ce produit de cybersécurité, il va s'appliquer bien évidemment sur les voitures Renault, mais il s'appliquera aussi demain sur des voitures d'autres constructeurs, d'autres types d'outils de mobilité, etc. Donc ça, c'est les 2 caractéristiques, plus que 3, et revendable sur le marché, ce qui fait que, vu de l'intérieur de nos groupes, on est une sorte d'intermédiaire entre du make et du buy. Et donc, on est sur des sujets finalement stratégiques qu'on n'est pas capable de faire en make les uns et les autres parce qu'on n'a pas toutes les compétences. On vient assembler ces compétences pour le faire ensemble. Et dernier point, donc on incube des business. Et pour incuber les business, parce qu'on est quand même des gros dinosaures tous les 6, il faut bien le reconnaître, des grands groupes, on a besoin d'être challengé à la fois tant sur l'aspect d'innovation que sur l'aspect des méthodes de travail par des plus petits que nous. Et donc, on incube des startups dans le but, je dirais, central de venir alimenter nos projets et du coup de faire croître les startups par les projets qu'on fait ensemble. Donc, en 2 mots, double incubateur de business, incubateur de startup. Ok. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire émerger des technologies complémentaires à vos produits, mais pas forcément de repenser le positionnement d'un Renault. C'est vraiment en complément des produits que vous avez pour essayer de surfer sur l'ensemble des nouveaux usages qui vont engendrer du business et essayer de capter ce business et de rester dans la course. Mais vous envisagez pas de repenser le modèle de Renault ou j'en sais rien, le business model, quoi.
Je dirais, on va certainement pas le repenser tout seul. Par contre, on peut y contribuer. Je dirais de deux manières. Je vais reprendre l'exemple de la cybersécurité que je mentionnais, de solutions qui vont vraiment franchir une étape en matière de cybersécurité. D'une part, chez Renault, jusqu'à présent, ces éléments-là, c'était des éléments de coût. Et demain, parce qu'on développe des solutions qu'on va pouvoir revendre à des tiers, c'est à la fois des coûts et des profits. Donc ça devient un vrai PNL, et en ce sens-là, ça modifie le business model de l'entreprise. C'est vrai sur tous les autres projets qu'on mène. Donc ça, c'est, je dirais, une première influence. Et puis la deuxième influence, c'est qu'on va permettre à Renault de venir assembler des briques que Renault n'avait pas dans sa transformation. Vous savez que on est en train de passer massivement, changer finalement le monde de l'automobile, en particulier dans un monde qui se tourne vers l'usage plus que vers l'objet. On a annoncé un gros poids de notre marque de mobilité qui s'appelle Mobilize dans notre chiffre d'affaires à l'horizon 2030. Ça va pas se faire tout seul, ça va se faire par le développement de nouveaux produits, de nouveaux services. Et là-dedans, Software République a vraiment un rôle à jouer parce que c'est pas je dirais le cœur de la machine traditionnelle de Renault qui a l'habitude de faire ça et qui a pas forcément non plus toutes les cartes en main pour le faire, d'où les partenaires qu'on a avec nous. Ok. Dans les 3 chantiers dont tu parlais, le côté gourmand en logiciel, on le voit très bien, mais il y avait le côté justement des services. Tu peux nous donner quelques idées de ce qui arrive comme un type de service nouveau qui peut changer un peu le marché de l'automobile? On va prendre plusieurs exemples. Peut-être commençons par un exemple autour de la charge. Aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes de fourniture d'énergie, de pic de consommation d'électricité, de coût de l'électricité, etc. Et d'ailleurs, dans ces débats, si on écoute la petite musique, souvent le véhicule électrique est mis comme une question, voire un problème, en disant « Oh là là, avec toutes ces voitures électriques qui chargent, ça va accentuer le problème. » La réalité, et c'est pas moi qui le dis, il suffit de lire les rapports de RTE ou d'autres acteurs du monde de l'énergie, c'est que avec la décarbonation de l'électricité, on a des sources de production d'électricité qui sont beaucoup plus intermittentes. Le vent, le soleil en particulier, clairement, on ne décide pas complètement à quel moment ils vont produire, et donc on le subit. Et à partir du moment où on fait monter le poids de ces énergies intermittentes, vu que la demande, elle est toujours la même, on peut se retrouver à des moments où la production, elle matche plus la consommation, et on sait que la base d'un réseau électrique, c'est qu'il doit toujours être équilibré entre offre et demande. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'il faut créer du stockage d'électricité pour faire le tampon entre les pics de demande et les pics d'offre. Et quoi de mieux qu'une voiture électrique qui a une batterie, qui est déjà là pour une autre fonction qui est la fonction de se déplacer, qui par ailleurs, dans la plupart des cas, se déplace 10-15% du temps, et le reste, elle est arrêtée, et donc souvent arrêtée pas loin d'une prise. Et donc en fait, on a ce qu'on appelle le véhicule to grid, donc c'est le fait que la batterie de la voiture va pouvoir être connectée au réseau, et à certains moments se charger, à certains moments se décharger vers le réseau pour aider le réseau électrique. Donc ça, typiquement, ça paraît très lointain par rapport à nos habitudes du quotidien, puisque alors aujourd'hui c'est pas encore dans la rue, mais ça va arriver dans les années qui viennent très vite. Et très clairement, ça c'est typiquement un nouveau service qui à la fois a de la valeur pour la société, parce que du coup ça veut dire moins besoin d'investir dans des capacités de production. Ça a de la valeur pour le client parce que lui, ça va lui permettre de réduire sa facture d'électricité parce que quelque part, par le service qu'il va rendre au réseau, il sera rémunéré. Et puis, ça a une valeur pour l'objet, parce que finalement, on fabrique un objet qui a d'autres fonctions que simplement de se déplacer d'un point A à un point B. Donc, voilà un exemple de service qui est très loin, qui paraît très loin du domaine traditionnel de l'automobile et qui va être très concret et qui va avoir une part importante dans les revenus, que ce soit pour Renault ou pour le client dans les prochaines années. Ok, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça. Et donc là, il y a des services plus ou moins, on va dire, concrets et proches, mais effectivement, j'avais pas imaginé ça. Et en fait, la voiture, juste pour rebondir, cet exemple-là montre bien que la voiture peut passer d'un problème à une solution, vu de la société. Ouais. L'autre exemple qu'on peut donner qui est en train d'émerger, c'est toute l'apport que peut faire la voiture dans son environnement des routes.
aujourd'hui, la voiture qui commence à se connecter, demain, elle va pouvoir se connecter à l'infrastructure, elle va pouvoir se connecter aux autres véhicules qui roulent. Ça, c'est des choses qui arrivent progressivement. Et on imagine bien que une voiture qui est connectée au système de feu rouge de la ville, vous allez pouvoir bien mieux réguler le flux des voitures pour diminuer les embouteillages, potentiellement diminuer les niveaux d'émissions de CO2, voire les niveaux de bruit. Et donc cette interaction entre la voiture et on va dire la voirie, en sens large du terme, ça peut avoir des vrais bénéfices pour la collectivité et donc in fine pour l'utilisateur. Donc là, c'est encore un autre service qui montre que finalement la voiture, elle prend d'autres rôles, d'autres fonctions que juste se déplacer d'un point A. Ouais, on imagine aussi l'impact au niveau urbanisme avec la collecte des datas de déplacement, sans parler des datas perso, mais juste les datas d'usage qui peuvent en apprendre beaucoup, quoi. Exactement, et qui sont précieuses pour planifier et organiser le trafic pour les territoires. Ouais. Et je me demandais pourquoi se rapprocher de grands groupes et partager ce gâteau, sachant que Renault a quand même une force de frappe en innovation et aurait pu imaginer faire ce projet seul, non ? Non, on partage le gâteau parce que si on n'était pas ensemble, il n'y aurait pas de gâteau. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que tous les projets qu'on fait, on n'est pas capable de les faire individuellement et séparément. Et donc c'est vraiment ça la force, et c'est aussi d'ailleurs un critère de sélection des projets qu'on fait. C'est-à-dire que personne de toute façon va aller s'amuser à coopérer avec les autres pour faire des choses qu'il est capable de faire tout seul. Mais donc aujourd'hui, l'intégralité des sujets qu'on prend, il y a au moins 3 membres qui sont nécessaires. Il y en a qu'on fait à 5 ou à 6. Je donne donc il y a toujours l'entité exemple. d'innovation Renault dans son coin qui innove pour Renault, mais là c'est des choses sur des territoires que vous pourriez pas faire seul. Oui, et alors d'ailleurs l'identité d'innovation, elle va innover des fois seule ou des fois, je dirais, avec les fournisseurs. C'est-à-dire il y a de l'innovation, ça collaboratif, ça date pas de software public. Dans les pneus, dans les roues, dans tous les détails. Voilà, et avec Renault et des équipementiers, Renault, voilà. Donc vous avez plein de, mais on reste dans une verticale, dans une filière. On va innover avec nos concessionnaires aussi en aval sur des modes de distribution, sur la digitalisation pour les clients, etc. Donc, et ça, on reste dans le silo vertical de l'industrie automobile telle qu'elle a fonctionné depuis 50 ou 70 ans. Et là, nous, c'est pas du tout sur ce terrain-là qu'on est. Encore une fois, alors après, ponctuellement, il se peut que Orange soit un fournisseur de Renault sur de la télécommunication, mais ça, c'est pas notre sujet à nous, Software République. On a des relations bilatérales avec un certain nombre de ces groupes-là. Mais nous, notre raison d'être, c'est bien d'aller apporter des champs de valeur qui n'existent que quand on est plusieurs, pas plus que 3. Ok. Toi qui as été impliqué dans des projets avec des plannings, avec des deadlines, avec des choses très concrètes et même sur la partie business, là, on est sur des feuilles de route qui sont beaucoup moins, je trouve, concrètes, avec des délais qui sont pas forcément maîtrisés. Comment on se fixe des objectifs dans une organisation comme celle-là? Est-ce que, à partir du moment où ça match la mobilité, on s'autorise tout, ou vous avez quand même un objectif cadré d'innover dans telle et telle direction? Alors, il y a un macro cadrage, mais qui finalement est assez large, puisqu'on a dit c'est de la transformation de la mobilité pour la rendre plus durable. Donc ça reste extrêmement large. Donc à la base, on est extrêmement pragmatique en regardant là où il y a des zones où on peut amener de la valeur. Et j'ai cité de la cybersécurité, je peux citer des sujets autour de des bornes de recharge, des sujets autour de l'aide aux territoires pour planifier leur mobilité, des sujets de formation. Donc effectivement, c'est extrêmement large comme sujet. Tout ça, ça vient contribuer à une chose, qui est transformer la chaîne de valeur traditionnelle de la mobilité. Alors pour nous, Renault de l'automobile, pour les autres acteurs de la mobilité au sens plus large, vers, je dirais les 3 grandes tendances que j'ai citées tout à l'heure. Donc c'est ça le lien entre tout ça. Pour moi, c'était important, et plus ça va aller, et plus on va, je dirais, cadrer les types de sujets sur lesquels on travaille. Mais au début, il fallait créer une dynamique. Vous imaginez bien, que c'est pas évident de faire prendre une initiative comme ça, et même si elle est soutenue au plus haut niveau dans les 6 entreprises par les CEO, parce que ça vient heurter toute une série d'habitudes du quotidien qui peut y avoir dans nos organisations. Et donc, pour faire ça, la priorité, ça a été de trouver des projets qui ont une vraie valeur pour les groupes, pour montrer
l'intérêt égoïste de chacun des groupes, parce qu'il faut pas oublier que derrière le projet, à la fin, il faut convaincre aussi en interne et ancrer ce qu'on fait dans la réalité de l'interne. Donc, pour moi, c'était extrêmement important de trouver des projets où on avait une vraie capacité d'être ancré dans les indicateurs propres de chacune des entreprises et les objectifs propres, de venir contribuer aux stratégies existantes. Et voilà. Et de pas être une sorte d'électron libre qui invente des projets dans son coin. Donc, on a commencé comme ça. Et maintenant, ça a créé de la confiance, ça a créé de la demande. Et finalement, maintenant, ça vient fédérer beaucoup plus d'initiatives et probablement les structurer aussi dans des domaines. Mais ça n'empêche qu'on étend régulièrement les champs dans lesquels on travaille. On se serait vu il y a quelques mois, je vous aurais parlé de 3 domaines, connectivité, énergie et territoire. Aujourd'hui, on a démarré un 4e domaine qui est autour de la formation et des compétences, qui est un vrai problème commun où on a vraiment de la valeur à se mettre ensemble. J'ai commencé à ébaucher tout à l'heure d'autres domaines comme la relation véhicule-infrastructure, par exemple, qui sont des nouveaux domaines. Donc, on n'a pas de carcan là-dessus. Quelque chose de très pragmatique. Est-ce qu'il y a un PNL? Est-ce qu'il y a du profit? Est-ce que ça correspond à des objectifs des différents partenaires? Et est-ce que les partenaires apportent bien de la valeur tous au projet? Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute. Ok. Les startups sont recrutées comment? Il faut qu'elles aient déjà une existence, ça peut être qu'une idée, ou il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui est déjà tourné, voire même été facturé? On est plutôt sur des petites startups, série A, on va dire autour de série A, choses comme ça. Ça peut être un peu plus petit, un peu plus gros. Enfin, le seul barycentre, il est là. Mais finalement, notre critère, on n'est pas dans une incubation de nature financière. On est vraiment dans une incubation de projet. Et c'est ce qui nous différencie finalement des autres incubateurs. On n'est pas le seul incubateur sur la place. Vous avez quand même un intérêt capitalistique dans les projets ou pas du tout? Non. Ah, pas forcément. Okay. Incubateur, c'est non, à la base. Après, on peut s'il y a quelque chose à faire. Mais l'incubation, non, c'est vraiment une démarche de co-construction ensemble, sur une période de 6 mois qui peut être renouvelée. Et notre objectif, c'est vraiment de trouver des projets communs avec la start-up pour qu'elle grandisse et que nous on grandisse, quoi. Et donc ça c'est vraiment ce qui est différent. On cherche pas, on va pas regarder dans les choix de nos start-up en premier les ratios financiers ou des choses comme ça. On va vraiment se dire mais voilà les idées qu'on a nous, voilà les idées qu'apporte la start-up. Est-ce qu'avec tout ça on peut combiner ça pour faire un projet Software République. Donc c'est vraiment ça. Et puis après, la deuxième caractéristique de notre incubateur qui est assez innovante pour elle, c'est que bien évidemment, en rentrant dans un incubateur, elle touche 6 grands groupes avec leur réseau d'expertise, avec leur technologie, leur site, etc. Et ça, c'est un vrai atout pour elle. Voilà. Mais donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et pour les recruter, je dirais qu'il y a un peu 2 manières. D'abord, on lance des challenges régulièrement. On avait lancé un en fin d'année dernière, un au printemps. Là, on va en annoncer un dans les prochains jours, avec, je dirais, des thématiques qui étaient assez larges l'année dernière, donc qui a permis de créer une première génération d'incubateurs, d'incuber plutôt avec un profil assez éclectique. Au mois d'avril, on a lancé un challenge qui était plus ciblé sur un type d'usage. On s'est demandé finalement qu'est-ce qu'on pouvait faire comme type d'application qui aidait le conducteur sur son smartphone dans la voiture. Donc, ce qu'on a appelé Bring Your Own Device. Donc, pour prendre un peu le contre-pied de tous les magnifiques systèmes embarqués qu'on fait, Renault le premier, avec des grands écrans, avec l'intégration de commandes vocales, Google, etc., qui sont incroyables sur la nouvelle Mégane. Mais tout le monde ne roule pas avec une voiture qui a cette dernière technologie haut de gamme. Et donc, on pense qu'il y a besoin d'avoir des technologies plus low-tech dans le smartphone. Et donc, voilà, c'est ce challenge qu'on a lancé, qui a été gagné par une entreprise finlandaise qui s'appelle Basemark et qu'on incube et tu les contactes comment? Tu les publies comment, ce challenge?
Oh bah là, c'est réseaux sociaux, réseau d'autres incubateurs ou d'autres entités qui sont en contact avec les startups, French Tech, etc., Village by CA. Voilà, c'est... Et puis multiplié par 5 ou 6 capacités de communication et de réseaux internationaux, quoi. Ouais. Exactement. Et puis plus ça va, plus on étoffe ces réseaux et on réfléchit même à des formes de partenariat avec d'autres incubateurs, parce que nous, on ne croit pas du tout en fait qu'il faut se garder nos startups pour nous. Voilà, donc on vraiment une logique de partage, d'échange, etc. Et donc on est en train de tisser une toile progressivement. On est jeune là-dedans, à travers l'Europe, sur ces sujets de start-up. Et tu en parlais tout à l'heure, juste 2 secondes, au niveau de de l'accès des startups aux grands groupes. Quand on est une startup incubée dans ce projet, on a accès aux directions technologiques, produits de ces grands groupes-là? Absolument. C'est notre rôle. Et donc, oui, on a accès aux outils. On a même proposé l'accès au site, d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, à l'heure du télétravail, ça a moins de sens. Mais les startups qui sont incubées chez nous, elles peuvent se poser dans des bureaux sur la plupart des sites des grands groupes. Autant dire qu'il y en a à peu près partout en Europe. Voilà. Aujourd'hui, faut reconnaître que c'est pas la priorité pour les startups qui sont souvent dans leurs locaux ou en remote. Mais voilà, accès à la technologie. On a des rencontres régulières. On les fait pitcher devant tout un ensemble d'experts. Donc il y a vraiment. Et puis surtout, on met de l'intelligence avec mon équipe pour essayer d'identifier des axes de collaboration. D'abord pour Software République, donc pour des projets communs, mais dans un certain nombre de cas, on n'y arrive pas, c'est pas très grave, et ça peut devenir des axes de collaboration sur des sujets bilatéraux entre la startup et une des 6 entreprises. Ok. Et bon, ça fait quelques mois que ce projet est dans les cartons de Software République, ça a commencé il y a 6 mois. Vous avez déjà incubé des projets, t'en parlais d'une là notamment, mais vous avez combien de startups qui ont été incubées? Alors, on a eu une première génération de startups qui, donc on en avait 5, et là on vient de démarrer, d'annoncer il y a une quinzaine de jours la deuxième promotion de 6. Donc on n'est pas du tout dans une logique de quantité, puisque le but c'est aussi d'être capable après d'animer avec elles les interactions, donc il faut que ça soit gérable. Et voilà, et on est ravis des échanges, etc. Et on a aujourd'hui, donc sur la dizaine, je dirais, on a déjà 3 ou 4 projets qui sont annoncés ou visibles sur... Un exemple, par exemple, de ces projets? Un exemple, on a annoncé donc en mois de juin un projet sur la cybersécurité dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, on a avec nous une startup qui s'appelle Parcours, qui vient développer un certain nombre de briques de technologie qui vont venir alimenter les différentes versions du produit qu'on propose, donc pas la première version, mais plutôt la version d'après. D'ailleurs, on a remporté avec eux un appel à projet de la BPI qui nous permet de financer une partie de ce C'est projet. quoi le lien entre cybersécurité et automobile? Il est assez simple. Parce que ce sera des véhicules connectés, et donc du coup, on peut imaginer... Exactement. C'est déjà des véhicules connectés. Donc, globalement, on va avoir des véhicules qui sont... la part du parc de véhicules connectés augmente considérablement. Deuxièmement, à l'intérieur des véhicules, les surfaces d'attaque, c'est-à-dire le nombre de calculateurs qui sont connectés, etc., il augmente. Et puis, on est dans un monde où les cyberattaques, elles sont pas en train de se réduire. Donc tout ça, ça veut dire que il y a besoin de protéger mieux nos voitures, et surtout de créer des chaînes de réaction qui permettent à grande échelle de savoir quoi faire quand on a un soupçon d'attaque. Et là, il y a beaucoup de mécanismes avec de l'intelligence artificielle, machine learning, etc., pour trier les vraies attaques des fausses attaques. Okay. Et donc ça, c'est un produit sur lequel on travaille avec cette startup, et il y en a d'autres qui arrivent avec cette nouvelle génération. Donc encore une fois, je j'idéalise pas, le travail avec les startups grands groupes, c'est pas simple, parce que on a des échelles de temps différents, on a des problématiques de cash qui peuvent être différents, voilà, mais on a la chance d'être dans une structure, et puis d'avoir aussi Luc Julia qui chapeaute le projet Software République, qui a une très forte culture startup, et qui du coup aide bien aussi à mettre de l'huile dans les rouages pour que on les intègre correctement.
Ok. Et ces startups sont physiquement au même endroit ou elles sont dans les différents sites? On l'avait proposé, mais aujourd'hui, la plupart des startups soit ont déjà des locaux, soit travaillent en remote. Donc, en fait, on se rencontre régulièrement. Hein. Moi, j'ai un call avec elles une fois par mois à peu près pour faire un point, puisque pour nous, c'est vraiment important que derrière la notion d'incubateur, on soit pas dans de la com, hein, on soit bien dans de la réalité qui leur bénéficie. On est très attaché à ce que avec ça le plus soit concret possible, quoi. voilà, et que ça soit vécu de manière successful pour elles. Dans tous les cas, alors s'il y a un projet, c'est génial. Après, on n'est pas dans une science exacte, donc tous les startups incubés ne donnent pas lieu à un projet, et c'est pas très grave. Par contre, malgré ça, il faut qu'elles puissent progresser. Donc, elles bénéficient aussi d'accompagnement dans le cadre de l'incubateur sur des aspects de com, de RH, de finance, de juridique ou de technique. Et donc, on essaye vraiment de les aider à grandir en parallèle du fait d'essayer de développer des projets avec elles. Et la mécanique de fonctionnement de l'ensemble de ces grands groupes-là, c'est quoi? Vous voyez régulièrement ou en fait ça passe par email et vous validez le choix des sociétés, et c'est surtout au niveau des organigrammes après technologiques où en fait finalement les produits et les solutions sont rapprochés des équipes techniques? Non, il y a le cœur de tout ça et ce qui est l'ADN de Software République et la valeur qu'on est en train de créer avant les projets, c'est un savoir travailler ensemble. Ouais. Et ça, c'est de l'humain. Ça veut dire qu'il faut se voir souvent. Alors, on se voit pas toujours physiquement, hein, mais on se voit aussi physiquement. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Donc, on a aujourd'hui une gouvernance qui fonctionne bien, à la fois parce que on a ces contacts réguliers, à la fois dans chacune des thématiques qu'on développe, que je mentionnais tout à l'heure. On a une équipe avec un représentant par entreprise qui se voit à minima une fois par semaine. Pour faire un point sur les avancements des différents projets. Ensuite, quand il y a des projets concrets, bien évidemment, il y a des équipes projets qui sont menées. Là, je parle pour le pilotage d'une initiative. Ensuite, moi, je réunis mes homologues, donc on va dire niveau VP, SVP dans les différentes entreprises de manière hebdomadaire pour balayer un peu tous les sujets transversaux. Nos EVP se voient une fois par mois. Et nos CEO se voient tous les 2 mois et demi. Donc voilà, donc c'est une gouvernance très très jeune et qui est indispensable parce que sinon. C'est le sponsor de tout ça. Ouais. Oui, alors il y a une notion de sponsoring et puis encore une fois, la vie d'une organisation, c'est de décider des choses, c'est de gérer des conflits, c'est de gérer des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des intérêts. Et donc tout le savoir-faire qu'on a accumulé là depuis 1 an, c'est ça. C'est qu'on est passé par des gestions de réussite de projets. On en a annoncé 5 et c'est génial. D'échecs de projets, on en a arrêté plein. Voilà. Et ça, c'est du vécu qui nous permet d'être extrêmement endurants et d'aller beaucoup plus vite que si on était des partenaires lambda qui essayaient de travailler. Ouais, la force de frappe qu'on peut déployer quand l'idée est sélectionnée, ça fait rêver quand même. Et t'en connais et puis on est dans le temps long. On est dans le temps long, pas au sens des projets qui doivent être faits en 2 mois, mais aussi dans le temps long. Mais la démarche est profonde, quoi. Ben c'est ça. Et que s'il y a un projet qui foire, qui était très important pour un des partenaires, pas pour autant qu'il va demain matin claquer la porte en se disant c'est fini, etc. Parce que il sait que oui, l'aventure ça va pas être une ligne droite, que demain il y a d'autres projets, etc. Et la confiance qu'on crée petit à petit comme ça. Donc ça, c'est vraiment important ce vécu en commun. Pour moi, c'est la meilleure assurance de la pérennité de ce qu'on fait. Et t'en as vu d'autres des organisations aussi importantes en impliquant des grands groupes comme ça autour d'une démarche d'innovation? Je suis peut-être un peu novice dans le sujet, mais ça me parle pas. Alors, il y a, en France ou en Europe, j'en ai pas vu des tonnes, vraiment sur ce modèle-là. Il y en a une qui me semble se rapprocher un peu, qui s'appelle Future for Care, qui est une alliance entre Generali, Orange, Capgemini et Sanofi sur la e-santé. Et ils essayent de travailler sur des solutions de e-santé, pareil, en désilotant un peu chacun leur domaine. La différence avec nous, c'est qu'ils sont pas sur une logique de business, ils sont sur une logique d'innovation. Okay. Donc ils ont les startups aussi, mais plus sur de l'innov que sur du business. Donc ils sont un peu plus hauts sur la chaîne de valeur que nous. Ok. Tu dois être tiraillé parfois, parce que quand je me mets à ta place, entre ces grands groupes qui sont parfois des institutions, avec une gouvernance, avec des process, avec des hiérarchies, avec des process de décision qui sont pas évidents, et
Et en parallèle, tu essayes de réunir ces organisations-là avec des organisations qui sont hyper agiles, assez peu structurées, hyper dans la réactivité. C'est peut-être un gros cliché, mais c'est pas trop compliqué pour toi d'être au carrefour de ces cultures ou de ces générations, peut-être? Oui, et en même temps, c'est ce qui est très marrant et très excitant dans le job. Hein. C'est ce mélange qu'il faut faire fonctionner. Je vais pas dire que c'est simple tous les jours. Ça serait beaucoup moins marrant si c'était simple. Mais je pense que là-dessus, moi j'ai la chance, en tout cas pour la partie Renault, d'avoir bourlingué dans pas mal d'endroits de l'entreprise, qui me permet d'avoir un certain nombre de réflexes de gens que je connais, de langage que je connais aussi, hein, c'est beaucoup ça, c'est de comprendre finalement, pour ancrer un projet à l'intérieur de l'entreprise, ce qui est très important, c'est d'être capable de l'exprimer dans le langage et dans les intérêts des entités avec lesquelles on parle. C'est vrai pour les partenaires comme c'est vrai pour l'interne. Moi, c'est la première question que j'ai posée quand je suis arrivé dans le job, que j'ai vu les patrons des partenaires. La première question que je leur ai posée, c'est: pourquoi vous êtes rentré dans Software République? Et la réponse des 6 est différente. Ils ont tous un intérêt à être entrés dedans, mais qui n'est pas le même. Et donc, une fois qu'on a compris ça, le but des modes de coopération, comme toute alliance, hein, c'est de trouver des modes de win-win. Et le win-win, il faut comprendre win par rapport à quoi. Et donc, c'est vrai en externe, avec les partenaires, et c'est vrai en interne. Après, moi, je crois vraiment à la dynamique humaine, d'une part, et ça, je pense qu'on l'a créé. Je crois à la dynamique des résultats, parce que forcément, j'étais beaucoup moins à l'aise pour te répondre ça au mois de mai, avant qu'on annonce nos 4 premiers projets concrets décidés. Et puis, je crois aussi à un peu la partie, on va dire, administrative. C'est-à-dire que nous, on a choisi de créer un GIE, donc un groupement d'intérêt économique, qui est une petite entité légale très light, et qui a pour but de faciliter la vie courante. En gros, sur 2 thèmes. Le juridique. Je vais donner un exemple. On veut collaborer avec une start-up dans l'ancien monde. Là, il fallait qu'on signe 6 NDA avec les 6 grands groupes. Donc, pour la start-up, c'était insupportable, parce que bien évidemment, les 6 NDA étaient différents. Et puis, ça prenait 3 mois. Là, maintenant, on a un modèle de NDA. On a un juriste d'un des 6 groupes qui a délégation s'il y a des micro-modifications à faire. Et en moins d'une semaine, on a signé un NDA proprement. Donc, voilà. Et puis, sur les aspects aussi... C'est une adaptabilité, du coup. Ouais. Exactement. Et il faut pas oublier ce cadre juridico-administratif pour payer quand on fait de la communication, quand on paye un incubateur. C'est pareil. On a mis en place un peu d'argent en commun qui évite qu'on ait 6 factures à faire, etc. C'est tout bête, mais ça rend la vie quand même beaucoup plus simple au quotidien. Donc cette dimension-là, elle n'est pas à négliger. On en parlait un peu plus tôt. Et on en parle en fait tout le long de cet échange, mais le marché de la mobilité est en pleine révolution. C'est assez fascinant ce qui se passe. On aurait pu imaginer que c'était un long fleuve tranquille, mais pas du tout. Il y a une convergence des mondes qui est assez passionnante entre le monde industriel et le monde logiciel. Il y a un certain nombre d'acteurs comme Tesla qui repense. Enfin, il n'y en a pas 50 des acteurs comme Tesla, mais elle fait pas mal de bruit, pas mal de vagues, et elle repense même l'approche industrielle en s'inspirant pas mal des méthodologies logicielles, de production logicielle. Et toi qui connais bien cet univers, t'as quel regard sur la dynamique d'innovation qu'on peut avoir en France ou en Europe sur des problématiques de mobilité? On a l'impression, quand on entend l'Europe fêter à grand bruit les investissements qui resteront toujours très inférieurs à ce que une capacité d'investissement comme un groupe comme Tesla par exemple. On voit des pays comme l'Allemagne qui sont pas forcément hyper intégrés. Enfin, en fait, assez peu de pays collaborent ensemble. Là, c'est assez magique de voir des boîtes se prendre en main, indépendamment des États et des gouvernements. Tu es confiant sur la capacité peut-être de la France d'une part et de l'Europe d'autre part à jouer un rôle dans cette innovation technologique dans le monde de la mobilité à grande échelle, j'ai envie de dire? Confiant, ça serait certainement arrogant. En tout cas, est-ce qu'on joue la partie ou un certain nombre de parties? Moi, j'en suis assez convaincu. On les joue pas toutes bien, mais finalement, pour moi, ça rejoint cette logique d'écosystème. C'est-à-dire que la seule clé du succès, et je pense qu'il y a beaucoup de pays ou même l'Union européenne qui ont bien compris ça maintenant, la seule manière de réussir ce type de challenge, c'est des formes de coopération, d'abord public-privé, donc en relation avec des politiques industrielles, et puis finalement avec des mécanismes
publiques qui créent le cadre et qui facilitent un certain nombre d'émergences de technologies ou d'émergences de solutions. Et je pense que là-dessus, il y avait il y a quelques années probablement une forme de naïveté autour de ça, de non-intervention de l'État, qui était considéré comme quelque chose de mal, ou voilà, et peut-être avec des réminiscences de modes de planification plus historiques. Et je pense que maintenant tout le monde a compris que ça passe par là. Alors avec encore une fois des enjeux qui sont compliqués. Quand on prenait des batteries, on avait pris du retard, on est en train de le rattraper. Est-ce qu'on va le rattraper à cette génération de technologie, à la génération d'après? Le débat est encore ouvert. En tout cas, il y a des choses qui se passent sur plein d'autres éléments de technologie. Je pense que sur la cybersécurité, on a vraiment une carte à jouer aussi en Europe. Moi, je suis pas du tout un spécialiste de cybersécurité, mais je découvre ce secteur-là maintenant depuis quelques mois, et je trouve que ce qu'on a à faire dans le monde de la cybersécurité pour la mobilité, ça va très largement au-delà de ce qui a été fait pour les ordinateurs ou même pour l'industrie. Donc voilà. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un de naturel optimiste, donc je vois des lueurs d'espoir et des manières de faire. Après, c'est dans la durée, et je pense que c'est le temps long qui est la clé, et qu'on n'a pas toujours dans nos systèmes économiques ou dans nos systèmes politiques, qui peut être un frein. Très clairement, c'est la force d'un certain nombre d'États d'avoir des dynamiques de temps long Donc voilà. Pour moi, on a pris un bon départ dans les 5 dernières années pour se remettre dans la course. Est-ce qu'on sera capable de tenir ce truc-là dans la durée? Voilà, c'est la question. En tout cas, nous, on essaie de contribuer. Et tu parlais de l'opposition français-européen. Alors, on est des groupes français, alors à pas rester, qui est franco-italien. Donc, on est un peu trop français pour pas faire de langue de bois, et on essaye de se soigner. Et on espère bien intégrer des membres dans Software République non français, bien évidemment européens, français bientôt. Canon. Et merci pour ces infos et pour toutes ces explications, Eric. Avant de conclure, j'ai pas mal de questions qui me restent, des questions un peu plus rapides peut-être, un peu plus perso aussi. La première que j'ai envie de te poser, c'est dans l'univers de la technologie et de la mobilité. À ton avis, avec le regard et l'expérience que tu as, si on doit retenir une techno qui va jouer un grand rôle dans les années à venir, ça serait laquelle? Il y a deux questions. Moi, je vais plutôt le formuler sur question parce que je suis pas du tout un prophète de technologie. Moi, j'ai une question sur des technologies satellitaires dans les télécommunications, où on voit bien que ça vient casser pas mal d'éléments préétablis. Finalement, l'évolution des télécommunications 2G, 3G, 4G, c'était vraiment des évolutions. Alors, il y a plein d'étapes importantes, et là on est à un tournant, et en tout cas je m'interroge beaucoup sur la manière dont ça va se passer. Donc ça, c'est vraiment pour te citer un exemple très concret. Ensuite, moi, le mouvement de balancier que je vois, c'est le mouvement de balancier qui va du hardware vers le software un peu partout. On voit bien tout ce qui se passe, par exemple, sur le remplacement des lidars très compliqué par 2 caméras qui valent $2 et beaucoup d'intelligence qui va derrière. Donc, ce mouvement de balancier-là, moi, il me semble très clair, et ça, je suis à peu près sûr que ça va jouer un rôle. Là où je vois émerger un certain nombre de technologies pour la génération d'après, là, donc on parle dans 15 ans, dans 20 ans, c'est vraisemblablement, moi, ce que j'appelle la revanche du hardware. Quand on commence à parler de réseaux neuronaux, quand on commence à parler de edge computing, quand on commence à introduire des notions d'énergie dans la technologie, eh bien, on voit que le hardware va prendre sa revanche. Et donc, moi, je trouve ça assez amusant de voir ce mouvement de balancier. Alors, on est là encore plutôt dans le passage du hardware vers le software. Mais tu sais que tout n'a pas dit son dernier mot côté hardware. Et je pense qu'il y aura une revanche du hardware dans quelques dizaines d'années. Bon. Bien. Au niveau des sociétés tech que tu peux croiser, est-ce qu'il y en a une, ou peut-être plusieurs, mais qui sortent du lot et qui t'inspirent particulièrement? Ouais, alors je vais pas citer de grands noms. Moi, en réfléchissant à la question, il y a 2 noms qui m'ont inspiré, non pas forcément parce que c'est elles qui ont les technologies les plus incroyables, mais par contre celles qui ont les expériences clients et la compréhension des problématiques clients pour moi, les plus aboutis. Alors, j'en cite 2 de tailles différentes.
je suis assez admiratif de WeThings, donc sur les objets connectés, on va dire autour de la santé. Je trouve que en termes de compréhension du besoin client, d'ergonomie, du UX, du UI, c'est vraiment quelque chose qui est à un très très haut niveau. Voilà. Donc, et après le mouvement aussi qu'a l'entreprise qui est passé finalement de modes de mesure à maintenant des modes médicalisés, hein, avec finalement des agréments, des autorités de santé, etc. Je trouve que c'est un parcours aussi qui est assez admirable. Et puis il y en a une autre que je citerai qui est plus petite, moins connue, mais parce que je peux pas m'empêcher quand même de parler de véhicules électriques. Tu as compris que ça m'avait beaucoup marqué. Donc moi j'admire beaucoup la galaxie autour de ChargeMap, qui est si tu roules en électrique, tu as forcément utilisé l'application ChargeMap qui te donne accès une visibilité communautaire au réseau de bornes. Et c'est toute une galaxie qui a été créée par quelqu'un que je trouve assez impressionnant, qui s'appelle Johan Nussbauer, et qui a créé tout un écosystème avec des médias automobiles propres que tu connais peut-être, puis d'autres médias autour des mobilités vertes, des éléments pour le paiement, donc de la recharge, enfin bref, il y a toute une galaxie autour, et je trouve que c'est une belle aventure entrepreneuriale qu'il a menée dans la région Grand Est. Canon. Les personnes ou la personne qui t'inspire le plus aujourd'hui? S'il y en a. Alors, oui, il y en a plein. D'abord, je vais pas, c'est pas faire le faillot de parler de mon chef, de Luc Julia. Un peu. Parce que c'est un peu quand même, mais non, c'est une très très belle rencontre, parce que quand moi on est arrivé en même temps en fait dans cette aventure. Lui, il venait de rejoindre le groupe Renault au mois de juin 2021. Moi, il m'a demandé de rejoindre l'aventure à ce moment-là, et moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'inspirant sur, alors bien évidemment, sa compréhension des phénomènes technologiques, mais ça je dirais qu'il n'est pas le seul, mais ensuite sur une forme de simplicité dans l'exécution et de focus dans l'exécution qui pour moi est extrêmement puissante. Voilà. Donc en tout cas, j'apprends tous les jours, et je suis inspiré voilà, tous les jours avec lui. J'ai la chance de travailler à ses côtés. Et est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile dans ta carrière? Alors, je sais pas si tu as remarqué, j'étais un peu rebelle. Moi, je vais te donner le conseil qu'on m'a jamais donné et qui m'aurait été utile. C'est une question que je devrais. C'est peut-être comme ça que je devrais tourner la question. Exactement. Non, en fait, plus je vieillis et plus j'ai une conviction d'une valeur absolument fondamentale pour dans la vie, hein, alors le boulot aussi, mais dans la vie, dans la tech, c'est l'empathie. Donc moi, c'est quelque chose que je place vraiment au centre. Je te disais tout à l'heure dans les exemples que j'ai cités sur la compréhension des clients, c'est finalement des entreprises qui ont été empathiques vis-à-vis de leurs clients, c'est empathique vis-à-vis de tes collaborateurs pour comprendre quels sont leurs drivers, c'est empathique pour une présentation. Moi, j'explique souvent à mes jeunes collaborateurs que quand ils font une présentation, c'est pas le message émis qui est important, mais c'est le message reçu, et donc il faut en permanence adapter le discours à la personne qui est en face, à son body language, à ses intérêts, voilà. Donc moi, c'est vraiment quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance, et je pense j'ai mis du temps à le découvrir par moi-même. Alors, si on me l'avait dit plus tôt, ça m'aurait aidé. Après, il y a peut-être la maturité qui va avec et qui t'aide à être encore plus efficace, mais ok. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué sur le plan pro ou perso que tu nous recommanderais? Ouais, écoute, je lis pas mal en vacances. Dans l'année, je suis plus un drogué d'infos, donc plutôt baguette, enfin voilà, blog, podcast, magazine. Donc moi, ma soupape, c'est Lonely Planet. C'est plutôt ça. Ma dernière lecture de Lonely Planet du Grand Nord canadien. J'ai passé du temps cet été, qui était très ressourçant. Donc voilà. Canon. Et dans les sources d'apprentissage, justement, si tu es très consommateur en termes de blog, en termes de comment tu maintiens ta culture technique, tu te balades sur quoi? Finalement, pour moi, la gare de triage, je dirais le point d'entrée, c'est Twitter, très clairement, qui va non pas me nourrir, mais me permettre de découvrir des endroits nouveaux pour me nourrir.
parce que voilà, finalement, sinon on tourne toujours un peu autour des mêmes médias, des mêmes personnes, etc. Donc moi j'aime bien Twitter de ce point de vue-là comme un coup de projecteur qui permet d'aller éclairer des zones d'ombre auxquelles on pensait pas avant. Et voilà, après un média en particulier, franchement, je suis très divers. Je fais la géopolitique. Je suis un grand fan de cartographie, de mode de visualisation des données politiques, économiques. Voilà, c'est très 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 varié. J'adore la photo aussi. Donc, et je pense que tout ça nourrit. Enfin, moi, je suis contre les formes de cloisonnement. Alors là, pour être bon, il faut lire des bouquins de management. J'en lis et j'adore ça parce que c'est des soft skills, que c'est des trucs que j'aime bien. Pour faire de la tech, voilà, il faut lire tel blog ou être abonné à tel podcast. Voilà, moi j'aime bien varier. J'aime bien m'adapter aussi à des cultures, à des cultures différentes. Donc je vais écouter des podcasts américains, des podcasts canadiens. Enfin, après, il y a la barrière de la langue sur les podcasts souvent, mais voilà. Enfin, en tout cas, j'essaye de multiplier mes horizons, des podcasts allemands, parce que j'arrive encore de temps en temps à comprendre l'allemand. Et voilà. Et ça, cette diversité-là, elle est très riche, très pour moi. Cool. Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir? Par les temps qui courent, je vais encore faire la pub pour une start-up, mais je trouve que c'est extrêmement éclairant et ça rappelle un principe qu'on a tous appris en cours et de management et de physique, qui est que la mesure, c'est un élément important de l'action. Donc moi, j'utilise sur les problèmes de consommation électrique en ce moment une application qui s'appelle EcoJoco, qui est un petit boîtier très ludique que tu peux mettre dans ta salle à manger, dans ton salon, qui montre en instantané ta consommation électrique, très simple. Et qui va permettre de modifier les comportements de manière notoire en prenant conscience de où sont les vraies sources de consommation électrique. Je suis encore moins, tu me vois en sweatshirt ce soir, je suis encore moins motivé à mettre une chemise quand j'ai vu que sur mon foyer j'avais 10% de ma consommation électrique de la semaine qui venait du repassage des chemises. Voilà. Tu t'es trouvé une bonne excuse. Une bonne excuse, voilà. Non, mais ça permet de prendre conscience des choses par les chiffres, et ce qui reste aussi ma culture. Je pense, au moins t'apprends, effectivement. Écoute, je pense que c'est une des apps qui me manquait, celle-là. Dernière question pour toi et pas des moindres pour moi, c'est est-ce que tu as une personnalité que tu as pu croiser ou dont tu as entendu parler, qui évolue dans un univers tech ou innovation, qui a un parcours un peu inspirant et que tu me recommanderais d'avoir à ce micro? Je t'ai cité Johan, là, je pense que c'est vraiment quelqu'un de riche en termes de personnalité. Je sais pas si c'est pas quelqu'un qui communique beaucoup, donc mais pourtant c'est une belle histoire, une belle réussite, et je trouve que c'est vraiment un exemple pas forcément super connu, mais de parcours vraiment je me l'étais noté, figure-toi, pour le contacter, donc je le prends. Merci beaucoup. Merci pour tous ces échanges. Je vais te prévenir que je l'ai dénoncé. Peut-être que je peux venir de ta part, tu me diras ça après. Mais très bien, en tout cas, c'est noté. Merci beaucoup pour toutes ces infos et ces ouvertures d'esprit que tu nous as données. Passionnant de t'entendre. Bravo pour le chemin parcouru et hâte de voir les prochains projets du coup de la Software République. Écoute, merci d'avoir donné le temps d'en parler et puis de rentrer dans le détail, parce que c'est vrai que c'est jamais simple de faire ça. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.